Le protagoniste se retrouve transporté dans les cieux, un endroit qu'il n'avait jamais visité auparavant. Confus, il se demande où il est et comment il a été choisi. Il y rencontre une femme nommée Noline, qui lui explique la situation. Noline s'excuse et révèle qu'il a été invoqué par erreur, en même temps que d'autres personnes. Il n'était jamais censé faire partie de l'invocation. Noline précise alors que le processus d'invocation sélectionne au hasard des individus de différents mondes. Cependant, lors de cette invocation, il a été accidentellement pris dans le sortilège. Une fois l'erreur réalisée, elle l'a isolé et amené auprès d'elle par des moyens non conventionnels. Noline admet que le sort d'invocation est défectueux et dangereux. Elle explique que les règles de ce monde et celles de la Terre sont très différentes, ce qui engendre des risques importants. L'utilisation abusive de cette magie pourrait menacer la stabilité du royaume connu sous le nom de Milgar. Frustrée, elle révèle que ce sort avait été interdit, mais qu'un pays l'a utilisé imprudemment sous des prétextes fragiles. Elle a essayé de l'arrêter, mais sans succès. Takumi demande si les autres qui ont été invoqués avec lui sont également ici. Noline secoue la tête et explique qu'ils ont été envoyés à l'endroit prévu par le sort, car leur sélection était légitime. Takumi soupire et remarque qu'il n'est qu'une erreur. Takumi, de plus en plus frustré, exige d'être renvoyé là d'où il vient immédiatement. Noline, visiblement peinée, lui dit qu'elle ne peut pas le faire. Elle exprime sa colère et son chagrin face à la situation, admettant qu'elle a tenté d'empêcher l'utilisation de ces sorts interdits. Elle explique que le processus est irréversible, car son corps physique n'existe plus pour accueillir son âme. Takumi, furieux, demande ce qu'elle veut dire par « il n'a plus de corps ». À ce moment-là, il remarque qu'il a pris la forme d'un orbe lumineux. Noline explique que son corps a subi des dommages irréparables lors du processus d'invocation, ce qui a conduit à son isolement des cibles prévues. Elle s'excuse encore une fois pour cette grave erreur. Il exige de savoir comment il est censé vivre désormais. Noline lui explique qu'il pourrait s'adapter à sa nouvelle existence et vivre ses jours à Milgar. Elle lui suggère d'accepter cette nouvelle vie, car revenir à l'ancienne n'est plus une option. Takumi demande s'il est possible d'être invoqué dans la cité sainte de Sidonia. Noline répond que c'est effectivement possible, mais l'avertit que la vie à Sidonia est semée de difficultés et peu adaptée à quelqu'un invoqué par erreur. Attristé, Takumi demande pourquoi cela lui est arrivé. Noline explique qu'il n'était pas la cible prévue du sortilège. Voulant se racheter, Noline lui propose une solution. Elle lui dit que, comme c'était son erreur, elle n'a pas pu se pardonner. Pour compenser, elle propose de l'envoyer dans un nouvel endroit, avec un nouveau corps, et de lui accorder sa bénédiction. Intrigué, Takumi demande quel type de bénédiction elle compte lui offrir. Noline explique que c'est similaire aux bénédictions que l'on trouve dans les jeux vidéo et les animés japonais. Elle suggère de l'envoyer dans un monde ressemblant à ces univers. Elle lui demande ce qu'il en pense. Takumi hésite et avoue qu'il est terrifié. Noline le rassure et lui dit simplement de prononcer le mot statut s'il veut continuer. Takumi, à contre-cœur, prononce le mot, et un écran apparaît devant lui, affichant son nom, sa profession et son âge. Il remarque que sa profession est vide et dit à Noline qu'il veut que son ancien métier y soit inscrit. Noline minimise l'importance du passé de Takumi et explique que le monde où il sera envoyé n'a pas de profession conventionnelle. Elle affiche ensuite une liste de métiers parmi lesquels il peut choisir, incluant des rôles de guerrier, des rôles non combattants et même des spécialistes en chimie, ainsi que d'autres professions uniques. Takumi lui indique qu'il ne veut pas être impliqué dans des combats ou des ennuis et préfère un métier lié à la production. Noline sourit et lui fait remarquer qu'il manque de confiance en lui. Takumi répond qu'il veut simplement qu'on le laisse tranquille. Elle propose alors de lui accorder un sort utile pour son travail de production. Noline crée une pierre lumineuse entre ses mains, souffle dessus jusqu'à ce qu'elle se solidifie, puis la place dans la bouche de Takumi. Après lui avoir donné sa bénédiction, elle lui souhaite une nouvelle vie heureuse à Asgard et lui dit adieu. Takumi se réveille, allongé sur le sol, désorienté. En regardant son reflet dans une flaque d'eau, il réalise que son apparence a complètement changé. Curieux, il ouvre le sac qu'il a trouvé à ses côtés, découvrant des pièces, de la nourriture et un couteau. En réfléchissant à haute voix, il note que révéler son lien avec les dieux pourrait causer des problèmes et décide de garder cela secret. Déterminé à tester sa nouvelle magie, Takumi commence par utiliser des sorts d'eau, puis passe à la magie de l'air, tranchant plusieurs herbes. Enfin, il utilise la magie de la terre pour projeter des pierres sur les arbres. Enchanté par ses capacités, il continue à explorer et tombe sur un morceau rare de bois. Grâce à ses sens améliorés, il identifie le matériau comme étant précieux et capable d'être transformé en lance. À l'aide de son couteau, il le façonne habilement en une grande lance. En examinant davantage les environs, Takumi remarque des plantes ayant un mélange de propriétés toxiques et médicinales. Cependant, il a du mal à les stocker et se souvient qu'il peut peut-être invoquer un sort de coffre à outils. Alors qu'il se prépare à lancer ce sort, une jeune fille apeurée apparaît, courant vers lui et se cachant derrière lui. Elle explique nerveusement qu'elle est poursuivie par un monstre. Un énorme lapin, d'une taille intimidante, surgit. Le monstre charge sur Takumi, mais il le frappe à la tête avec sa lance, le terrassant d'un seul coup. Ravi, Takumi suppose que cette force est un cadeau de Noline,
bien qu'il se demande si ce n'est pas simplement un coup de chance. Le système lui indique qu'il est devenu un guerrier, mais Takumi rejette cela, affirmant qu'il n'a aucun intérêt à être un combattant. Se tournant vers la fille, il vérifie qu'elle n'est pas blessée et lui demande pourquoi elle s'est aventurée dans une zone si dangereuse. Elle explique qu'elle est venue récolter des herbes pour faire des médicaments et mentionne qu'elle vient du village de Bord. Takumi demande s'il peut l'accompagner jusqu'au village, ce qu'elle accepte avec joie. Reconnaissant, Takumi lui dit qu'elle est sa sauveuse, car il n'avait aucune idée d'où se trouvait le village et était sur le point de camper à proximité. La fille remarque le lapin mort et demande s'ils vont le laisser sur place, mentionnant que sa viande est délicieuse. Surpris, Takumi stocke le lapin dans son coffre à outils, ce qui étonne la jeune fille. Elle s'exclame qu'il est incroyable. Elle se présente ensuite sous le nom de Molly, et tous deux se mettent en route pour Bord. La scène se déplace ensuite vers l'Empire de Sidonia, où 3 étudiants, dont une jeune fille nommée Akane, se sont rassemblés. Ils se demandent pourquoi ils ont été convoqués en ces lieux. Une princesse nommée Elisabeth, qui supervise la région, s'approche d'eux. Elisabeth explique qu'ils ont été choisis pour leurs pouvoirs extraordinaires, qui doivent être utilisés pour sauver le monde. Cependant, Akane ressent quelque chose d'inquiétant. Elle se rend compte qu'Elisabeth n'est pas aussi bienveillante qu'elle le prétend. Convaincue qu'Elisabeth représente un danger, Akane décide qu'elle ne peut en aucun cas lui faire confiance. De retour au village, Takumi est chaleureusement accueilli par le père de Molly, Banga, qui lui exprime sa gratitude pour avoir sauvé sa fille. Takumi demande s'il peut rester un moment au village, et Banga accepte avec plaisir. Il explique à Takumi que les terres ici regorgent d'herbes médicinales parfaites pour fabriquer des remèdes. L'ami de Banga, Bobon, ajoute que le village dispose également d'installations pour l'artisanat, ce qui réjouit Takumi, qui préfère ce genre d'activité. Banga informe Takumi qu'il n'y a pas de logement disponible dans le village pour l'instant, mais promet de lui en construire un. Bobon rassemble rapidement un groupe de travailleurs, et ils se dirigent vers un terrain vide. Banga s'excuse, disant que c'est tout ce qu'ils peuvent offrir pour le moment. Takumi les rassure en disant que c'est parfait et commence à utiliser sa magie pour préparer le terrain à la construction. Tout le monde est impressionné lorsqu'il crée une fondation solide, mais cet effort laisse Takumi épuisé à cause d'une surutilisation de son mana. Inquiet, Bobon lui demande s'il va bien et s'il peut vraiment utiliser la magie. Takumi répond que c'est inhabituel ici. L'ami de Bobon intervient en disant que pas du tout, tu es impressionnant tel que tu es. Ensemble, ils continuent à construire une grande maison. Takumi réfléchit à sa nouvelle vie et remarque la chance qu'il a d'avoir des compétences en menuiserie et en forge, qui l'aident à meubler la maison. Cependant, il décide qu'il est temps de changer de profession et choisit de devenir alchimiste et forgeron. Avec beaucoup de cuivre et de fer à sa disposition, Takumi expérimente ses capacités. Grâce à sa magie, il transforme avec succès du fer brut en lingots de métal solide sans utiliser de fourneau. Émerveillé par ce succès initial, il continue à raffiner les matériaux restants. Pendant ce temps, Molly rend visite à Takumi et frappe à sa porte. Ne recevant pas de réponse, elle l'ouvre et trouve Takumi effondré sur le sol. Alarmée, elle crie à l'aide. Takumi reprend conscience et explique qu'il s'est surmené en utilisant trop de mana, ce qui lui a causé des nausées. Martha, la mère de Molly, le réprimande pour ne pas avoir pris soin de sa santé. Banga donne à Takumi une boisson énergétique pour restaurer son mana. Se sentant revigoré, Takumi reprend son travail, fabriquant divers lingots et même des objets ménagers tels que des ustensiles et des outils. Plus tard, il rejoint Bobon dans la fabrication d'armes et utilise sa magie de feu pour forger une nouvelle pièce. Bobon est stupéfait et déclare que c'est la meilleure création qu'il ait jamais vue. Takumi demande à Banga des potions de guérison pour essayer d'en fabriquer lui-même. En tentant de les reproduire, il remarque que ces potions diffèrent en couleur et manquent de puissance. Déterminé à perfectionner ses compétences, il s'aventure dans la forêt pour goûter diverses herbes. Malheureusement, l'une d'elles se révèle toxique, provoquant une douleur intense. Utilisant un sort de guérison, il parvient à soulager la plupart de la douleur mais reste faible, peinant à se tenir debout. Alors qu'il récupère, une créature massive connue sous le nom de sanglier blindé apparaît derrière lui. Serrant fermement sa lance, Takumi se prépare à se défendre. Le sanglier charge, et Takumi lui lance un couteau, mais l'attaque échoue. Le sanglier continue à avancer, forçant Takumi à attaquer de nouveau avec sa lance. Cependant, la peau dure du sanglier rend la lance inefficace, et elle se casse sous la pression. Le sanglier frappe Takumi, l'envoyant voler et le laissant momentanément incapacité. Alors que le sanglier se prépare à charger de nouveau, Takumi panique, incertain de quoi faire. Il tente alors la magie de la terre, lançant des rochers sur le sanglier, mais la créature reste impassible. Il essaie la magie du vent, mais cela n'a aucun effet. À court d'options, Takumi entend un faible murmure derrière lui. En se retournant, il aperçoit une grande araignée venimeuse blessée à proximité. Ne sachant comment procéder, Takumi essaie de se concentrer, mais le sanglier charge à nouveau. Avant que le sanglier ne puisse frapper, l'araignée intervient, créant une barrière de toile qui détourne la trajectoire du sanglier. Bien que la toile le ralentisse,
le sanglier reste en grande partie indemne et se prépare pour une autre attaque. Désespéré, Takumi peine à trouver un plan. Dans un moment de clarté, il se souvient de ses compétences en alchimie. Lorsque le sanglier charge une fois de plus, Takumi utilise ses capacités pour se propulser dans les airs. Depuis les hauteurs, il lance une attaque puissante visant la tête du sanglier, le tuant enfin. Avec la bataille terminée, Takumi se tourne vers l'araignée blessée. Utilisant un sort de guérison, il soigne ses blessures, ce qui, contre toute attente, apprivoise l'araignée. Elle devient docile et semble former un lien avec Takumi, le suivant et l'acceptant comme son maître. Takumi décide de nommer l'araignée Maple et l'améliore en réparant une patte endommagée, gagnant ainsi la loyauté et l'affection de Maple. De retour au village, la nouvelle de la victoire de Takumi sur le sanglier blindé se répand rapidement. Les villageois sont stupéfaits, car le sanglier possédait une force et une résilience incroyables. Molly signale à Takumi qu'une araignée est sur son dos, ce qui provoque la peur chez les autres. Takumi les rassure rapidement en disant qu'il ne faut pas s'inquiéter, qu'il l'a apprivoisée, qu'elle est complètement docile maintenant et qu'elle ne fera de mal à personne. Banga, surpris, remarque qu'il n'a jamais entendu parler de quelqu'un apprivoisant des insectes auparavant, mais qu'il semble que Takumi ait réussi. Takumi sourit et propose de tous festoyer autour du sanglier. La suggestion ravit tout le monde, y compris les enfants qui commencent à jouer autour du sanglier. Les villageois se rassemblent pour préparer le repas. Pendant qu'ils travaillent, Banga dit à Takumi que s'il veut vendre la peau et les défenses du sanglier, il peut le faire dans la grande ville. Takumi demande quelle est la ville la plus proche d'ici. Banga répond que c'est Bolton, mais que c'est assez loin. Pendant ce temps, Maple, l'araignée, joue joyeusement avec les enfants, surprenant les adultes par sa nature douce. Bobon remarque qu'avec l'arrivée de Takumi, le village est devenu plus lumineux et vivant qu'avant. Banga acquiesce, mais ajoute qu'il ne pense pas que Takumi restera longtemps dans ce petit village. La scène change pour montrer Noline observant Takumi d'en haut. Elle se dit à elle-même qu'il se débrouille bien maintenant et l'encourage silencieusement à continuer. Son amie apparaît à ses côtés et lui demande ce qu'elle souhaite pour Takumi. Noline hésite avant de répondre qu'elle ne peut pas souhaiter quelque chose de précis. Son amie lui rappelle qu'elle lui a donné un nouveau corps, sa bénédiction, et l'a envoyé une année entière dans le passé, bien avant que l'Empire de Sidonia ne lance son sort d'invocation. Maintenant, le protagoniste s'est réveillé avec un nouveau problème, car la petite araignée a causé un gros désordre dans la maison. Elle s'excuse mais explique que tout ce qu'elle a fait, c'était parce qu'elle s'ennuyait trop. Et elle a raison, car Takumi s'est uniquement consacré à son travail et ne lui a pas prêté attention. C'est pourquoi aujourd'hui, il décide de tout laisser de côté pour jouer uniquement avec son araignée. Et oui, si vous avez des animaux de compagnie, prenez du temps pour eux, car ils s'ennuient aussi et ont besoin de se divertir. Soudain, Martha arrive pour apporter à manger au protagoniste, mais elle tombe sur une scène très facile à mal interpréter. Il lui explique que son animal de compagnie n'a pas essayé de le manger et qu'il jouait simplement, mais Martha se concentre sur la magnifique soie que l'araignée a fabriquée. À partir de cela, il confectionne une chemise en soie, et les femmes du village sont ravies, car la soie d'araignée est considérée comme un luxe. Les nobles achètent ce matériau, ce qui pourrait représenter une grande opportunité. Ils demandent à l'araignée de produire une soie encore plus élastique, et elle s'exécute. Le protagoniste lui demande s'ils ne vont pas jouer comme prévu, mais l'araignée, avec une expression particulière, répond que non, ce sera pour plus tard, car elle a beaucoup de travail. Takumi voit cela comme une occasion de se consacrer à ses propres activités. En ce moment, il envisage de déménager dans une plus grande ville pour étudier l'alchimie, mais il ne sait pas comment annoncer cette décision aux habitants du village. Plus tard, on lui donne de l'équipement pour que son voyage dans la forêt ne soit pas dangereux. En réalité, tout le monde sait déjà que Takumi prévoit de partir. La semaine prochaine, un marchand de Bolton arrivera, et ils lui demanderont de permettre au protagoniste de voyager avec lui dans sa charrette. Ensuite, Takumi rencontre à nouveau Martha, qui va jeter les entrailles d'un lapin cornu, car elles sont souvent infestées de parasites et causent de nombreuses maladies. Comme le village ne dispose pas des moyens pour les purifier, ils n'ont pas d'autre choix que de les jeter. Takumi demande la permission et procède à leur purification grâce à sa magie de lumière, ce qui impressionne Martha. Elle le remercie, mais lui recommande de ne pas utiliser cette magie devant d'autres personnes. En effet, peu de gens peuvent utiliser la magie de lumière, et ceux qui le peuvent en vivent littéralement. Le protagoniste la remercie pour son conseil et se met à pratiquer sa magie de terre, érigeant des murs pour laisser le village plus sécurisé, avec quelques commodités supplémentaires. Finalement, le marchand arrive et se présente au protagoniste. Il s'appelle Papek et semble très aimable. C'est l'heure du départ, mais avant cela, Takumi informe qu'il a laissé environ 100 potions dans sa maison pour qu'elles soient utilisées au besoin. Curieux, Papek lui demande s'il a lui-même fabriqué ces potions. Takumi confirme, mais passe rapidement à autre chose, car c'est le moment de dire au revoir. Les femmes du village lui offrent une cape en soie d'araignée comme remerciement pour tout ce qu'il a fait. Takumi leur fait ses adieux avec beaucoup d'émotion et promet qu'il reviendra un jour, car il considère cet endroit comme son foyer. En chemin,
Les autres passagers du chariot sont émus par l'affection que tout le monde porte à Takumi. L'un d'eux ne peut même pas retenir ses larmes. Il se présente alors, le blond s'appelle S, le Rouriel, et le chauve musclé Bogart. Papek explique qu'ils forment Croc de Lion, un groupe d'aventuriers de Rancé, et qu'ils sont ses gardes pour ce voyage. Bien que la région soit calme, ils se plaignent de l'ennui, car rien d'intéressant ne se passe, mais le protagoniste préfère que cela reste ainsi. Il lui demande pourquoi il tient un sac avec autant de précautions, et Takumi leur répond qu'il contient une araignée tueuse. Les compagnons de voyage sont surpris que Takumi ait réussi à apprivoiser une araignée tueuse. Riel, curieux, veut la voir de plus près, mais il reçoit immédiatement une leçon de la part de l'araignée. Contrairement à tout à l'heure, l'araignée semble très attachée à Bogart, et personne ne comprend pourquoi. Papek demande au protagoniste s'il a encore quelques-unes des potions qu'il a vues au village. Il serait intéressé à lui en acheter. Takumi accepte sans problème, mais la scène est soudain interrompue, des monstres apparaissent enfin sur le chemin. Il s'agit de gobelins. Les aventuriers demandent à Takumi de rester dans la charrette pendant qu'ils les affrontent. Bien qu'ils ne soient pas les combattants les plus expérimentés, ils parviennent à éliminer tous les gobelins assez rapidement. Les aventuriers récupèrent ensuite les pierres magiques à l'intérieur des gobelins. Pendant ce temps, l'araignée continue d'encourager Bogart pour une raison mystérieuse. Après cet incident, le voyage reprend, et, au bout de 3 jours, ils arrivent enfin à la ville de Bolton. La première chose que fait Takumi est d'accompagner les aventuriers au guild pour qu'ils déposent leur rapport de mission d'escorte. Il en profite également pour s'enregistrer, lui et son araignée, comme aventurier afin de pouvoir résider en ville. Cependant, il inscrit l'araignée comme son familier. Grâce à cette identification, Takumi pourra bénéficier de nombreuses facilités en ville, à condition de remplir au moins une mission par mois. Plus tard, chez Papek, Takumi révèle qu'il possède 100 potions de chaque type. Le marchand, impressionné, lui propose d'acheter les potions de soins basiques et de vigueur à 10 pièces d'argent chacune, et celles de mana à 50 pièces d'argent l'unité. C'est une somme considérable pour Takumi, mais Papek s'excuse, comme Takumi n'est pas un créateur reconnu, il ne peut recevoir que des tarifs inférieurs à la moyenne. Malgré tout, cela semble être une très bonne affaire, même si Takumi reste un peu méfiant. Papek explique ensuite à Takumi que, s'il souhaite s'établir comme créateur dans cette ville, il devra résider dans une maison avec atelier. Bien sûr, Takumi n'a pas les moyens d'acheter une maison, mais Papek lui propose une option de location. Son assistant, Thomas, l'emmène visiter un logement. À sa grande surprise, il s'agit d'un véritable manoir, disponible pour un loyer de 1 pièce d'or et 50 pièces d'argent par mois. Ce prix est relativement abordable, compte tenu du fait que Takumi pourrait gagner beaucoup d'argent grâce à ses créations. L'araignée se réveille et demande où il se trouve. Takumi lui répond qu'ils sont dans leur nouvelle maison. Il décide alors de s'installer ici. En parcourant la ville, Thomas lui explique que les démarches administratives seront finalisées le lendemain. Cependant, Takumi remarque une forte odeur désagréable dans certains quartiers. Thomas lui explique que cela provient des égouts, qui ne sont malheureusement pas purifiés, car les outils de purification sont rares et coûteux. Bien que des prêtres soient parfois engagés pour purifier les canalisations, cela n'empêche pas les mauvaises odeurs de persister dans certaines zones. Plus tard, Takumi commence à s'installer dans sa nouvelle maison. Il achète de l'argile chez Papek, la façonne, puis utilise sa magie pour la chauffer et créer des objets. Cette activité fait progresser ses compétences magiques, bien qu'elle consomme énormément d'énergie. Mais ses efforts sont récompensés, il réussit à aménager un bain moderne, dont il est très fier. Alors qu'il se détend, Takumi entend soudain un cri à l'extérieur. Il sort et découvre que son araignée a enveloppé Papek dans de la soie. Elle dit qu'elle le reçoit, mais Takumi la gronde en expliquant que cela ne faisait plaisir qu'aux enfants du village. Cependant, Papek ne semble ni effrayé ni contrarié. Au contraire, il est si détendu par la douceur de la soie qu'il déclare vouloir dormir pendant plusieurs jours. Takumi et l'araignée s'excusent auprès de lui, mais le vieil homme leur assure que ce n'est rien, qu'il a juste été surpris et qu'en réalité, l'expérience était très agréable. Papek exprime ensuite son envie d'aller aux toilettes. Takumi lui propose immédiatement d'utiliser son propre bain. En entrant, Papek pousse un cri et demande quel genre de salle de bain c'est. Takumi explique que c'est une toilette dotée d'un artefact capable de purifier après usage. Lorsque Papek entend le mot purifier, il demande à Takumi s'il est capable d'utiliser la magie de lumière. À cet instant, Takumi se rappelle les avertissements de Martha, personne ne doit découvrir qu'il peut utiliser cette magie. Pris au dépourvu, il supplie Papek de garder ce secret. Heureusement, Papek, en tant qu'homme d'affaires avisé, accepte de garder le silence. Cependant, il demande à Takumi de fabriquer 50, non, 100 de ses toilettes. Takumi est surpris par cette demande, mais il suppose qu'avec les bons matériaux, cela ne devrait pas poser de problème. Papek, très enthousiaste, suggère à Takumi de recruter de la main-d'œuvre. Il lui recommande même de passer par des contrats d'esclavage, expliquant que cela garantirait la confidentialité grâce à la magie des contrats. Selon lui, les talents de Takumi sont exceptionnels,
et la magie de lumière est considérée comme un don divin par l'Empire sacré de Sidonia, chef de l'Église de la lumière divine. Papek poursuit en expliquant que l'Église de la lumière divine accueille les utilisateurs de magie de lumière et génère d'énormes revenus grâce à leur capacité de guérison. Ainsi, elle ne verrait probablement pas d'un bon œil que des toilettes utilisant la magie purificatrice se répandent partout. Conscient des risques, Takumi se demande si produire ces toilettes est réellement une bonne idée. Mais Papek lui assure qu'il a déjà un plan pour obtenir le soutien nécessaire et rendre le projet sûr. Papek insiste à nouveau sur l'importance de recruter au moins un esclave pour ce projet, mais Takumi refuse catégoriquement. Il n'aime pas le concept et préfère travailler seul, même si cela demande plus d'efforts. Papek n'est pas d'accord avec cette décision, mais la discussion est interrompue lorsque la carte de guilde de Takumi commence à briller. En la vérifiant, il découvre une lettre indiquant qu'il doit remplir des commandes selon son niveau avant une certaine date, dans un délai d'1 mois. Cela signifie que Takumi aura besoin d'aide pour gérer son temps. Papek l'emmène alors à la compagnie Mulan, connue comme la meilleure entreprise de serviteurs sous contrat de la ville. Bien que Takumi n'aime pas utiliser ce terme, il accepte de voir ce que propose Papek. Pendant que ce dernier s'occupe de quelques affaires, Takumi se rend dans le jardin et y rencontre une femme intrigante. Cependant, contre toute attente, elle lui ordonne brusquement de partir immédiatement. Le protagoniste entre et rencontre une femme appelée Mulan, la propriétaire de l'entreprise. Le narrateur lui mentionne qu'il est venu chercher des esclaves, mais il exprime ses réticences à propos de ce type de contrat. Mulan trouve tout cela très étrange et lui explique que ce n'est pas aussi mauvais que cela en a l'air. En réalité, les serviteurs ont certains droits, comme le logement, la nourriture, les vêtements et la sécurité. Cependant, ils n'ont pas le droit de rompre leur contrat ou de divulguer des informations sur leur maître. Takumi est surpris, car ce système semble moins cruel que ce qui existait dans notre monde il y a quelques siècles. Mulan lui explique qu'il existe plusieurs types de contrats, ceux des personnes ayant contracté une dette, qui doivent travailler jusqu'à son remboursement, ceux des criminels qui travaillent pour se réinsérer dans la société, ceux des prisonniers de guerre qui travaillent pour gagner leur vie, et ceux des individus contraints par des bandits à signer des contrats, un cas qui ressemble le plus à notre monde. Mulan demande pourquoi le protagoniste veut un serviteur. Papek lui répond qu'il vit seul et qu'il a beaucoup de travail à gérer. En tant que créateur, il a besoin de quelqu'un pour le protéger lorsqu'il collecte des minéraux, mais aussi pour faire le ménage et d'autres tâches similaires. Mulan comprend qu'il veut 2 serviteurs, alors elle lui présente une première candidate, Maria. Maria est une jeune fille en détresse, enlevée par des brigands, sans personne pour l'aider. Elle est parfaite pour les tâches domestiques comme la lecture, l'écriture et le ménage. Le protagoniste lui explique ce qu'elle devra faire chez lui, comme nettoyer les chambres et les salles de bain. Maria répond qu'elle peut tout gérer sans problème. Cependant, une situation gênante survient lorsque le protagoniste lui dit qu'elle est très jolie et qu'il ne comprend pas pourquoi elle se trouve dans un tel endroit. Maria, visiblement mal à l'aise, insiste sur le fait qu'elle ne s'occupera que des tâches ménagères, rien de plus, et qu'elle n'acceptera pas de l'accompagner dans des situations inappropriées. Le protagoniste s'excuse pour le malentendu et accepte ses conditions. Mulan informe le protagoniste que, pour l'instant, Maria est la seule servante disponible. Maria mentionne une certaine Sophia, mais Mulan la fait taire en disant que cela ne la concerne pas et qu'elle devrait aller se préparer. Le protagoniste, intrigué, demande des informations sur Sophia. Mulan explique que Sophia a plusieurs défauts, elle a été capturée il y a 50 ans lors d'une guerre entre les royaumes de Triaria et Ugur, le royaume des elfes. Sophia n'a jamais signé de contrat en raison de ses blessures. Elle a l'oreille gauche endommagée, des difficultés à bouger son bras droit et sa jambe gauche, et une malédiction qui bloque sa magie spirituelle et élémentaire, ce qui la rend inutile en tant que combattante. Malgré cela, Takumi demande à parler en privé avec Sophia. Elle se montre réticente, affirmant qu'elle ne pourra pas lui être utile. Cependant, Takumi utilise son intuition de niveau 1 et découvre que Sophia est extrêmement puissante malgré ses handicaps. Il réalise que si la malédiction est levée et ses blessures soignées, elle pourrait être une alliée incroyable. Mulan revient et demande s'ils ont pu discuter. Le protagoniste déclare alors qu'il souhaite établir un contrat avec Sophia. Mulan n'en revient pas et demande si le protagoniste souhaite réellement quelqu'un avec si peu de capacités. Takumi répond que oui, il suffit de résoudre les problèmes pour que tout fonctionne. Mulan éclate de rire, trouvant son projet intéressant. Plus tard, il termine le processus administratif, et les 2 filles sont prêtes. Maria remercie le protagoniste d'avoir accepté Sophia. Mulan procède à la création du contrat avec un sort assez étrange, officialisant le tout. Désormais, les 2 filles seront à son service, quoi qu'il arrive. Takumi, un peu gêné, préfère qu'on ne l'appelle pas maître. Mulan est heureuse que Maria et Sophia aient trouvé quelqu'un d'aussi bon. De retour à la maison, la petite araignée du protagoniste l'accueille, effrayant les 2 filles. Il leur explique que c'est son animal de compagnie et leur annonce qu'elles vivront désormais avec lui. Takumi leur montre leurs chambres respectives, car chacune en aura une. Les filles trouvent cela trop luxueux, mais il leur explique que la maison est si grande qu'elles lui rendront service en occupant les pièces.
Il ajoute qu'elles auront accès à une baignoire qu'elles pourront utiliser une fois leurs affaires rangées. Sofia propose qu'il utilise la baignoire en premier, mais il précise que l'eau est maintenue propre par un artefact et que cela n'a pas d'importance. Pendant qu'elles se détendent, Maria exprime sa surprise que Mulan ait laissé partir Sofia, car c'est la première fois qu'elle accepte une telle chose. Sofia, en revanche, semble préoccupée. Elle explique avoir remarqué que le contrat ne contient aucune information sur le passé, la famille ou l'identité du protagoniste, ce qui la rend méfiante. Au moment du dîner, Maria est stupéfaite de constater que le protagoniste a déjà tout préparé. Il explique l'avoir fait pour ce premier jour et qu'elle pourra s'occuper des repas à l'avenir. Sofia, cependant, considère qu'il est irrespectueux de manger avec lui à la même table, mais Takumi précise qu'il ne souhaite pas une relation de maître et serviteur, préférant une ambiance plus normale. Il demande également à être appelé par son prénom. Maria accepte facilement, tandis que Sofia reste mal à l'aise, ce qui soulève des questions sur son passé et ses méfiances. Le lendemain, Takumi reçoit un colis demandé précédemment et se voit averti de le manipuler avec précaution. En se promenant en ville, il remarque une église inconnue et décide d'y entrer. Devant l'autel de la déesse Noline, il s'incline pour la remercier de tout ce qu'elle a fait pour lui. Il se souvient alors qu'elle avait mentionné que l'empire de Sidonia contrôlait la religion, et il s'interroge sur cette déclaration. Soudain, Noline lui répond. Elle explique que ce monde a deux religions, le créationnisme, qui la vénère, et la lumière divine, qui a inventé une nouvelle déité. L'Empire sacré de Sidonia a activement travaillé pour donner de la puissance à cette nouvelle religion et s'oppose directement au créationnisme. Noline précise qu'elle n'intervient pas dans les affaires humaines, ce qui a permis à Sidonia de recourir à des invocations de personnes d'autres mondes, comme Takumi, bien que cela n'ait pas été son intention initiale. Noline avertit Takumi que son soutien ne sera pas éternel. Avec le temps, ses réussites faciles diminueront, et il pourrait rencontrer des personnes aux intentions malveillantes. Notre protagoniste réalise que toutes ses rencontres positives jusqu'à présent étaient dues au soutien de la déesse. Elle l'avertit que désormais, tout dépendra de ses propres actions, car l'équilibre s'ajustera selon ses décisions et non grâce à son pouvoir divin. Dans l'empire de Sidonia, le roi s'enquiert de l'entraînement des héros invoqués. On lui rapporte qu'ils progressent bien et, malgré leur confusion initiale, la princesse Elisabeth a su les convaincre de soutenir l'empire. Akira et Yamato, en plein entraînement, peinent face à un adversaire redoutable. Yamato, submergé par le souvenir d'une défaite passée, redouble d'efforts pour ne plus revivre ce sentiment d'échec. Pendant ce temps, un vieil homme encapuchonné demande à Akane, une autre héroïne invoquée, de rejoindre l'entraînement. Elle refuse, déclarant qu'elle n'aime pas la violence. Elisabeth lui explique que ce n'est pas de la violence, mais un moyen de sauver le monde. Akira promet de protéger Akane, mais celle-ci reste méfiante envers la princesse. Revenons à Takumi, il est accueilli comme d'habitude par son araignée. Sofia remarque un colis qu'il manipule rapidement et décide de l'espionner. Elle le voit travailler sur une arme et une potion, mais lorsqu'il mentionne Maria, elle intervient brusquement, l'accusant de comploter contre cette dernière. Dans l'action, elle s'évanouit, épuisée et blessée à la main gauche. Takumi soigne Sofia avec difficulté et, grâce à cet acte, augmente son niveau de magie de lumière. Maria explique que Sofia s'effondre toujours quand elle se surmène, probablement à cause d'une malédiction. Takumi utilise alors une compétence spéciale pour lever cette malédiction, lui permettant de retrouver toute sa force. Plus tard, Sofia se réveille, se sentant étonnamment légère. Maria lui raconte que Takumi l'a soignée, mais Sofia, méfiante, suggère de fuir. Maria lui montre alors son oreille guérie, prouvant que la malédiction est levée et que son pouvoir magique est restauré. Touchée par cette révélation, Sofia va remercier Takumi. Ce dernier lui explique qu'il avait besoin d'un niveau supérieur en magie de lumière pour la soigner, ce qu'il a obtenu en expérimentant sur des blessures. Sofia demande pourquoi il mentionnait Maria, et Takumi explique qu'elle avait jeté des herbes nécessaires à son expérience par erreur. Lorsqu'elle l'interroge sur les risques qu'il a pris, il répond qu'il a tenu une promesse. Émue, Sofia jure fidélité à vie à Takumi, marquant le début d'une relation saine entre eux. Pendant ce temps, la déesse Noline observe en silence, semblant s'amuser de la situation.